Bonjour à tous, je suis Ayril Malonga, chargé de mission innovation et partenariat au sein du Hub des Territoires. Toute l'équipe du Hub des Territoires est ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un événement portant sur la santé et plus particulièrement sur le service numérique Mon Espace Santé, lancé en novembre 2022. Cet événement est organisé dans un format très particulier pour le Hub puisqu'il est essentiellement orienté sur du distanciel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Emmanuel Lacroix, je me permets une brève présentation du Hub des Territoires. Le Hub des Territoires, c'est le dispositif d'échange et de développement et de collaboration de la Banque des Territoires, un dispositif résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires et au bénéfice de nos clients partout sur le territoire. Ce dispositif a été créé il y a maintenant 2 ans pour incarner la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. Tout d'abord, il vise à faire collaborer acteurs publics et privés. Il vise aussi à inspirer les réussites territoriales. Et enfin, il vise à donner toutes les clés pour accélérer la transformation des territoires. C'est un dispositif hybride, puisqu'il est à la fois physique, car c'est un lieu innovant, ouvert, modulable au sein de nos locaux, mais aussi digital, parce que tous nos événements sont aussi captés et retransmis à distance en tout point du territoire. Au Hub des Territoires, nous avons une programmation riche qui se décline selon des formats variés, des événements, des ateliers, des groupes de travail, des débats, des retours d'expérience, mais aussi des résidences de start-up. Depuis 2021, nous avons une activité croissante. Nous avons organisé plus de 180 événements ayant réuni 11 000 participations en ligne et en présentiel qui ont permis à plus de 800 intervenants d'aborder différemment les thématiques cruciales des territoires. Le Hub, c'est aussi une communauté grandissante de plus de 8 000 abonnés à notre newsletter. Et pour ne rien manquer de notre actualité, je vous invite à vous inscrire sur le site de la Banque des Territoires. L'événement d'aujourd'hui va être l'occasion de présenter l'outil Mon Espace Santé ainsi que les solutions déjà disponibles, mais aussi de revenir sur l'accompagnement au référencement proposé par la Caisse des dépôts aux entreprises concernées. Merci Emmanuel. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuel Lacroix. Donc, je suis le directeur santé du groupe Caisse des dépôts, avec une vocation en fait d'articuler l'action des différentes entités du groupe Caisse des dépôts en matière de santé et de favoriser aussi le lien avec l'action publique. Donc le lien avec l'action publique, tout simplement parce que la Caisse des dépôts a une vocation d'ancrage et d'accompagnement des politiques publiques. C'est la raison pour laquelle, sur le sujet spécifique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique en santé, nous nous sommes rapprochés de la délégation du numérique en santé et nous avons travaillé avec cette délégation depuis déjà plusieurs mois sur l'accompagnement de la feuille de route du numérique en santé. Dans ce cadre-là, nous avons eu un intérêt particulier pour Mon Espace Santé, qui représente un des axes importants de la feuille de route du numérique en santé, et un intérêt encore plus particulier pour le catalogue de services qui va être présenté tout à l'heure par Pierre Dubreuil et qui s'inscrit dans cet espace santé. Nous avons connecté ces réflexions et ces travaux à nos enjeux d'accompagnement, des participations de la communauté e-santé du groupe Caisse des dépôts. Alors, la communauté e-santé a un nom, ça s'appelle Sens CDC, pour Solutions des entreprises du numérique en santé, du groupe Caisse des dépôts. Donc, cette communauté regroupe aujourd'hui 38 entreprises et ces entreprises, on essaye de leur apporter une valeur ajoutée dans le cadre de cette action de la communauté. On est arrivé à une conclusion finalement assez simple, c'est qu'on pouvait tout à fait faire converger les intérêts de cette communauté, enfin d'accompagnement et d'apport d'une valeur ajoutée à la communauté, avec les enjeux de promotion de Mon Espace Santé et puis de renforcement de Mon Espace Santé qui sont ceux promus par l'État. Donc dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec la délégation du numérique en santé, mais avec l'accélérateur d'impact de la Banque des Territoires pour mettre en place un programme d'accompagnement dédié à aux entreprises de cette communauté pour essayer de leur favoriser une trajectoire plus claire, on va dire, sur la manière dont elles peuvent se référencer dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On va d'abord effectivement avoir une présentation par Pierre Dubreuil de la délégation numérique en santé et on montrera après de manière plus concrète la manière dont on peut accompagner cette communauté avec Chloé Freelandler. Voilà. Et on prendra toutes les questions évidemment à la fin avec un moment de partage. Vous pourrez nous poser toutes vos questions via le chat.
Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Donc, quel est l'objectif finalement, Pierre? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, pourquoi on fait tout ça, nous, à la DNS, où je suis directeur de projet, on fait tout ça parce que on a une stratégie de dire, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus laisser la santé hors du champ du numérique, et le numérique en tant que moyen peut nous aider à améliorer le système de santé en France. Alors, quand on a dit tout ça, on n'a évidemment pas tout dit. La délégation ministérielle au numérique en santé, elle a été créée en 2019, donc en fait, c'est assez récent. Il y a eu une première feuille de route 2019-2022, et là on a sorti une nouvelle feuille de route qui est dans la continuité 2023-2027, et cette feuille de route, on l'a représentée sous forme de maison. Peut-être que vous aviez déjà vu la première mouture qui était aussi une maison moins designée et étant en 2D, celle-ci est en 3D, comme quoi on avance. Plus sérieusement, le modèle qu'elle prône, c'est un modèle d'État plateforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un peu comme dans l'urbanisme, pour prendre ce parallèle, l'État il va définir des règles, il va ouvrir des services socles, des API, et une fois on respecte ces règles, on a le droit de se connecter à ces API pour ne pas réinventer la roue. On prend souvent l'exemple effectivement de l'urbanisation et de l'urbanisme en disant l'État il fait le code de la route, il donne les permis de construire, il dit comment on doit se raccrocher aux infrastructures. Il construit les infrastructures socles, il fait les ponts, il fait les routes, il fait le réseau d'égouts, il fait le réseau de connexion à Internet. Et ensuite, par contre, c'est les promoteurs, c'est les particuliers qui vont construire leurs maisons, construire des immeubles, construire des services ajoutés et qui vont se raccorder à ces services socles, les égouts, Internet, etc., via les règles qui ont aussi été définies par l'État. Dans le numérique en santé, c'est les sous-bassements de la maison. On voit en fait les règles socles, nous qui s'articulent autour de l'éthique, de la sécurité et de l'interopérabilité des solutions. Au-dessus, on a les services socles qui sont les API qu'on a ouverts, qui sont disponibles à tous pour ne pas réinventer la roue. Par exemple, comment j'identifie un patient dans le système de santé français? Maintenant, il y a l'identité numérique de santé, donc il n'y a pas besoin de la réinventer, il faut juste s'y connecter. Pareil sur les professionnels de santé, comment je fais pour qu'un professionnel de santé ait accès à mes services? Là aussi, nous, on vous propose de ne pas réinventer la roue et d'utiliser ProSanté Connect, qui est une API d'identification, etc. Et par-dessus tout ça, il y a la maison. Et la maison, en fait, c'est les programmes qui sont portés et les plateformes qui sont portées directement par l'État. Je refais un petit pas dans le parallèle avec l'urbanisme. En fait, l'État, il construit quand même quelques immeubles et quelques bâtiments. Il construit des mairies, des librairies et des choses qu'il considère comme étant essentielles. Nous, dans les choses essentielles qu'on a construites, il y a Mon Espace Santé. Il y a d'autres plateformes, on pourra peut-être y revenir plus tard. Et je vous le présenterai juste après. Et enfin, il y a un peu pourquoi et quelle est la direction. On l'a représenté ici dans les nuages. Et dans cette feuille de route, on a décidé de ne pas s'arrêter au socle technique qui était en fait le prisme de la première feuille de route où on disait en fait on a du retard dans le socle technique du numérique en santé. On s'est concentré en fait sur les couches basses, ce qui est en bleu en dessous de la maison. Et aujourd'hui, on veut aller dans quelle direction? On veut servir le système de santé, mettre le numérique au service de la santé, sur la partie prévention, sur la partie accès à la santé et sur la partie prise en charge. Donc, après cette présentation un peu de la feuille de route, je voulais vous parler de Mon Espace Santé. Et là aussi, un peu, pourquoi on a fait ça? L'idée de base, c'est de dire on veut rendre aux Français leurs données de santé et que ce soit une brique de base, un service numérique socle sur lequel tous les Français vont pouvoir accéder à leurs données de santé, puisque aujourd'hui, hier, si vous alliez à l'hôpital, vous n'aviez pas forcément le compte-rendu de sortie tout de suite. Votre médecin, il ne pouvait pas voir les résultats de biologie que vous aviez fait 3 jours avant dans un labo, puisqu'il n'y était pas connecté. Alors en fait, tout commence un peu avec le DMP pour les plus anciens en 2004, avec ce projet qui est un relatif échec au niveau du déploiement, parce que en 10 ans, 15 ans de DMP, on a eu 10 millions de DMP créés sur 60 millions de Français et 10 millions de documents qui ont été poussés. Donc en gros, un document par DMP. On a appris de ces erreurs, qui étaient globalement dues à 2 grands facteurs. Le premier, c'est un peu le cercle vicieux de l'alimentation.
Pour ouvrir ton DMP en tant que citoyen, il fallait l'activer soi-même en allant sur la plateforme. Mais en fait, on n'était pas vraiment incité puisqu'il n'y avait rien dedans, mais on ne pouvait rien mettre dedans tant qu'il n'était pas activé. Donc le professionnel ne pouvait rien pousser tant qu'il n'avait pas activé. Et ce cercle vicieux n'est pas réglé. Et le deuxième, c'était l'interopérabilité des logiciels, qui est une notion maintenant centrale de notre feuille de route. Pour caricaturer, pour mettre un document dans le DMP, le professionnel de santé, votre médecin de ville, votre biologiste, il devait non seulement l'éditer dans son logiciel, donc saisie de texte, etc., mais ensuite il devait le sortir de ce logiciel, aller sur un autre logiciel, se connecter avec sa carte CPS, donc carte de professionnel de santé, s'il ne l'avait pas, il avait perdu à partir de cette étape. Puis pousser le document qu'il avait créé dans ce logiciel, vous trouver en tant que patient, parce que ce n'est pas la même identité que dans son logiciel à lui, et vous l'envoyer au DMP. Vous imaginez bien que sur 20 minutes de consultation, le choix était vite fait, c'était pas fait. Donc la réponse à ça, c'était vraiment l'interopérabilité. Donc, partie de ces constats, en 2019, il y a une loi qui passe qui promeut l'espace numérique en santé, dont le nom commercial c'est Mon Espace Santé, et qui va élargir le périmètre du DMP, et puis surtout qui va instaurer le principe de création automatique, sauf opposition, l'opt-out pour reprendre des termes anglais, où du coup aujourd'hui, la totalité des Français qui ne se sont pas opposés à Mon Espace Santé disposent d'un compte Mon Espace Santé, c'est-à-dire le plus grand nombre. Je vous les donnerai les chiffres tout à l'heure. Mon Espace Santé, de quoi on parle en fait en termes d'interface utilisateur? On a 4 services principaux. Le premier qui reprend le DMP, c'est l'espace documentaire, où on a les documents médicaux qui sont soit mis à la main par le patient, soit mis automatiquement par les médecins, les biologistes, etc. On a une brique qui est aussi en rouge sur la slide, qui est le profil médical. Donc ça, c'était nouveau par rapport au DMP, mais où on disait en fait, outre les documents, c'est hyper important d'avoir dans un seul endroit, dans le profil médical, toutes les informations concernant les antécédents médicaux, les allergies, les vaccinations, les mesures de santé, qui sont en fait les 10 premières minutes que vous passez avec un nouveau professionnel de santé. Aujourd'hui, au lieu de tout lui répéter, vous pouvez lui dire allez voir mon profil médical dans Mon Espace Santé. L'autre brique, c'est la messagerie. Ici, on a mis en place du coup une messagerie sécurisée pour pouvoir discuter avec ces médecins. L'idée, c'est de pouvoir sortir du cas caricatural où j'envoie mon ordonnance sur l'adresse Gmail de la pharmacie, pharmaciebidule@gmail.com, avec mes prescriptions et mes derniers rendez-vous en cancérologie que je transmets du coup à Google par la même occasion, ou à un autre service si c'est pas celui-là que je choisis. Et le dernier, l'avant-dernier, puisqu'il y a également l'agenda, qui du coup est un agenda de santé qui vous permettra aussi de répondre à la question quand est-ce que je suis allé chez le dentiste pour la dernière fois, qui n'est pas encore disponible aujourd'hui dans Mon Espace Santé, puisqu'on attend aussi les usages qui sont liés par ailleurs au catalogue de services. Et donc cette dernière brique qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir comme un App Store, un Google Play Store avec les applications utiles aux Français directement dans Mon Espace Santé. Alors, 1 an et demi après le lancement, quels sont les résultats concrets de cette démarche ? C'est vrai que là, on a juste parlé de l'outil. Alors, il y a deux phases dans les résultats concrets. Le premier, c'est en fait, est-ce qu'on a réussi le pari de dire on a des documents qui arrivent automatiquement dans Mon Espace Santé par les professionnels de santé, les hôpitaux, les établissements sociaux, médico-sociaux. La réponse, évidemment, c'est pas grand soleil, tout va bien, mais quand même, on est passé d'un rythme où on envoyait 10 millions de documents dans le DMP en 10 ans à 150 millions en rythme annuel. Donc en fait, en un mois, on fait aussi bien qu'en 15 ans de DMP. Donc sur cette phase-là, on est relativement content et ça continue avec le programme du Ségur du numérique en santé. Je pense pas que ce soit l'occasion d'en parler ici, mais on pourra en dire un mot si ça en intéresse certains sur cet événement. Et puis le deuxième volet, évidemment, comme toute plateforme biface, en fait, si d'un seul côté tous les professionnels jouent le jeu mais qu'il n'y a aucun patient, ça va être un échec. Puis à l'inverse, s'il y a tous les patients mais qu'il n'y a aucun professionnel, ça ne va pas beaucoup mieux marcher. Donc l'opt-out nous a permis d'avoir 66,3 millions de comptes Mon Espace Santé qui sont ouverts. Parmi ceux-là,
on en a presque 10 millions qui ont activé le service, donc qui sont allés au moins une fois, qui ont rentré leur carte vitale, qui ont pris 5 minutes pour rentrer le code qu'on leur a envoyé via l'assurance maladie. Et ça continue de croître. On est à plus de 200 000 usagers nouveaux chaque mois sur les 6 derniers mois. D'ailleurs, on a eu une campagne de communication actuellement en ligne qui fait que ces chiffres sont en train de vraiment augmenter. Et côté application, on a eu plus d'1 million et demi de téléchargements, une note vraiment élevée. Et on est numéro 1 sur la partie forme et santé sur Android. Et je crois qu'on était numéro 2 sur Apple. Sur la partie qui va nous intéresser plus particulièrement du catalogue, on est parti du coup d'un nouveau service auquel on avait vraiment de la valeur à pousser sur la partie référencement que je vais vous montrer. Et aujourd'hui, on a déjà 25 services qui sont référencés dans mon espace santé avec une diversité assez importante de services, que ce soit des services de prévention, de santé de l'enfant, de prise de rendez-vous, des portails d'établissement ou bien des services d'information en santé ou des applications dédiées à la santé sexuelle, notamment féminine. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du référencement au catalogue de services. Donc concrètement, comment on peut faire pour que vous soyez référencé au catalogue de services de mon espace santé. Donc vous l'avez compris, le catalogue de services il fonctionne comme un label de qualité pour les services numériques qui y sont référencés. Nous, notre objectif, c'est de proposer à l'usager des services qui ont une valeur ajoutée pour lui et qui puissent aller dans mon espace santé et en toute confiance pouvoir dire j'utilise cette application, je peux centraliser mes données via cette application et j'ai la garantie que sur la souveraineté des données, sur le respect du RGPD, même au niveau éthique, cette application joue le jeu et respecte les règles du numérique en santé en France. Alors, comment on fait pour être référencé ? En fait, il y a plus de 150 critères sur 4 grandes catégories qu'on va décliner un peu plus précisément après. Le premier, c'est les critères techniques. Donc, ça reprend en fait les règles socles que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il y a la partie urbanisation, interopérabilité. Il y a une partie sécurité qui est très importante. Nous, on s'est nous-mêmes donné un niveau très élevé de sécurité sur mon espace santé, en travaillant notamment avec l'ANSSI. Et l'idée, c'est qu'il y a 2 marches, que ce soit avec ou sans échange de données. La marche est plus ou moins haute sur la partie sécurité. Il y a une partie qui est vraiment nouvelle, qui est sur l'éthique du numérique. Il existe des codes d'éthique, de déontologie pour les professionnels de santé. Et on a un peu transposé ça pour l'éthique des services numériques dans le champ de la santé. Et enfin, on va un peu plus loin aussi sur le respect du RGPD, de la loi informatique et liberté. Alors, est-ce qu'on peut justement aller un petit peu plus loin dans le détail pour les entreprises, les applications qui démarrent aujourd'hui un parcours de référencement ? Ouais, on peut aller plus loin. Du coup, sur le parcours de référencement, effectivement, ça c'est la première étape où en fait, faut aller sur la plateforme qui s'appelle convergence.isanté.fr, qui est gérée par l'Agence du numérique en santé. L'inscription est assez simple. Ensuite, on va vous poser les plus de 150 questions. Alors, toutes ne sont pas applicables à toutes les applications. Si vous êtes un service d'information, on ne va pas vous poser les questions sur comment vous gérez les identités des patients potentiels, puisqu'il n'y en a pas. Ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questionnaires, nous, on va évaluer votre demande. Il y a des évaluateurs du coup, qui vont vérifier les réponses que vous avez apportées. Le plus souvent, et on y reviendra après, il va y avoir des échanges parce qu'on a vu très peu d'entreprises, pour ne pas dire aucune, qui a réussi depuis le début à répondre juste sur toutes les questions. Donc il y a souvent des échanges avec les experts. Pour ceux qui sont impactés, et je pense que c'est là vraiment une des valeurs ajoutées aussi du catalogue de services de mon espace santé, c'est la partie échange de données, où en fait, j'y reviendrai après, mais il faut réussir à faire les tests techniques pour passer la barre du référencement. Et une fois qu'on a passé les critères, réussi les tests techniques, il y a une commission de référencement indépendante qui finalement va dire ok, l'administration a vraiment respecté des règles équitables et c'est pas le fait du prince que cette application soit aujourd'hui référencée dans mon espace santé. Enfin, le ministre signe la décision de référencement et le service est disponible dans le catalogue de services de mon espace santé. Alors sur les critères, je vous ai promis d'aller un peu plus loin. Il
Il y a 2 types de critères. En gros, il y a les critères qui sont obligatoires, où aujourd'hui on vous dit, nous, ça c'est le socle minimal qu'on accepte sur la sécurité, l'urbanisation, l'interopérabilité, etc., pour être référencé dans le catalogue de services, et au-delà de ça, pour exister dans le champ du numérique en santé en France. Et il y a des critères optionnels où on dit, ça c'est une trajectoire, aujourd'hui on ne se sent pas légitime parce que c'est peut-être pas assez mature de vous les imposer, mais on vous donne la direction, et dans le futur, ces critères ont vocation à devenir obligatoires quand ils s'y appliquent. Je le disais, la partie en rose sur l'échange de données, où en fait on va plus loin sur les services avec échange de données, où là on a travaillé avec l'ANSSI, où il y a 15 règles supplémentaires qui s'ajoutent pour vérifier qu'effectivement vous êtes dans les cordes en termes de sécurité par rapport aux standards très élevés que nous-mêmes nous sommes fixés. Alors on a dessiné un peu le parcours du référencement, et je pense que vous aurez les slides pour vous rappeler, mais globalement, j'en ai dit une partie. L'assurance maladie a mis en place un portail avec toutes les informations techniques, quels sont les critères, quelles sont les règles de sécurité. On a fait un guide du référencement, tout ça est disponible sur ce portail éditeur.monespacesanté.fr. La plateforme pour vous référencer et répondre aux questionnaires, c'est Convergence, portée par l'Agence du numérique en santé. Et ensuite, une fois que vous avez eu les échanges et que vous avez un tampon technique sur les réponses aux questionnaires, c'est le GIE Sésame Vital qui vous accompagne jusqu'à la sortie de votre service qui est publié dans le catalogue de Mon Espace Santé. Et est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez eu des retours d'expérience des premiers éditeurs qui sont référencés. Est-ce que c'est chronophage? Quel temps passé en moyenne? Alors, effectivement, on a eu la première année, en 2022, en fait, on a référencé 13 services, il me semble. Et on s'est dit, OK, est-ce qu'on peut faire mieux? Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de ce référencement? En fait, il y avait des niveaux de maturité assez différents par rapport à ces règles techniques qui avaient été déjà commencées à être émises avant le référencement à Mon Espace Santé, notamment par la PGCSI, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, etc. Sur les 13 éditeurs, ils nous ont tous répondu. Déjà, je pense que ça veut dire que de manière partenariale, on va dans la même direction et on a des buts communs et des objectifs communs à pouvoir référencer des services de qualité dans Mon Espace Santé. Et ils nous ont répondu en toute franchise aussi, avec des réalités assez différentes, entre 80 et 350 heures passées sur le référencement. Donc ça veut dire la mobilisation de, en gros, entre 4 et 20 personnes. Alors 20 personnes, on est plutôt sur des grands groupes hiérarchiques où le département sécurité, le département juridique sont représentés par plusieurs personnes et ont plusieurs questions lors du référencement. Et en gros, donc ça c'est la charge. Et sur le délai, on était sur grosso modo 3 mois entre j'arrive, je crée mon produit sur Convergence et je sors, je suis référencé dans Mon Espace Santé. Pour information, ça vous intéresse un petit peu moins directement, mais de notre côté aussi, le côté instructeur, c'est le GIE Sésame Vital et l'ANS qui vont étudier les dossiers entre 5 et 9 jours par dossier. Et nous, à la DNS, qui portons le projet devant la commission de référencement. Donc, c'est porté à un haut niveau auprès de cette commission où on défend les dossiers qui ont passé les critères techniques. Alors, on a compris qu'il y a 2 étages à la fusée, un référencement simple et puis un référencement avec échange de données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la partie échange de données, justement ? Alors, l'objectif premier du catalogue de services, la quintessence, elle est vraiment dans l'échange de données. L'idée, c'est de dire on va centraliser les données dans Mon Espace Santé et un Français va pouvoir avoir un agenda partagé, que ce soit un rendez-vous qu'il ait pris en direct, que ce soit son professionnel qui l'ait poussé via un outil de l'hôpital ou via un logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Idem, il y a beaucoup de valeur dans le fait de pouvoir accéder aux mesures de santé. Je pense à tous ces services qui demandent à l'inscription parce que c'est un service qui va les utiliser, le poids, la taille, les antécédents médicaux, etc. et qui sont souvent des freins. En fait, si on accède aux mesures de santé, on va pouvoir remplir cette partie-là du questionnaire beaucoup plus rapidement. Sur la partie documents, là aussi, je suis un service, par exemple, qui met en relation
des particuliers, des patients, avec des professionnels libéraux parce que j'ai une ordonnance de soins à domicile, si je peux récupérer directement l'ordonnance dans mon espace santé, ça a tout un intérêt. Donc effectivement, nous, sur la partie échange de données, on a ouvert en fait 4 API. Une technique qui est en fait l'appariement, qui dit quand un patient arrive, quand un compte arrive sur un service numérique, comment je fais en sorte de l'appareiller avec le système de mon espace santé pour qu'on soit sûr que ce soit la même personne dont on parle de chacun des côtés. Et derrière 3 API, alors c'est en Fire pour les plus techniques d'entre vous, pour accéder aux documents et pouvoir écrire dans le DMP, pouvoir accéder aux mesures du profil médical et idem écrire dans les mesures du profil médical, et pareil avec l'agenda de santé en lecture et en écriture. Alors tout ça c'est un peu la partie sous la soute, comment ça se passe pour vous quand vous allez vouloir candidater au catalogue de services de mon espace santé. Peut-être juste un point aussi sur comment ça va se présenter pour le patient qui va se connecter à mon espace santé. On a distingué 2 notions. La notion de finalité qu'on va présenter à l'éditeur, donc c'est-à-dire à l'usager, pardon. C'est-à-dire on va lui dire d'un point de vue réglementaire comment vous allez utiliser les données qui sont dans mon espace santé et que vous allez alimenter ou récupérer. Et en face de ça, il y a le consentement usager qui du coup va pouvoir consentir ou ne pas consentir à tout ou partie des finalités qui ont été exposées par l'éditeur, le service numérique qui va être référencé. On voit en tout petit à quoi ça ressemble, mais en un peu plus grand, ici par exemple, j'ai le catalogue dans l'état actuel où je peux consulter et choisir le service que je souhaite synchroniser avec mon compte. Quand j'arrive sur la fiche d'une application, par exemple AppFind ici, je peux consulter la fiche du service et je suis informé que ce service propose de se synchroniser avec mon espace santé. Quand je le synchronise, on va me présenter ici les finalités qui sont proposées par AppFind pour cet appariement et donc pouvoir présenter le consentement éclairé du patient pour pouvoir appareiller les 2 services. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la partie référencement avec et sans échange. Alors merci beaucoup Pierre. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner directement par la présentation de Chloé qui est responsable de l'accélérateur d'impact du groupe, notamment localisé à la Banque des Territoires, et afin qu'elle nous explique la manière dont l'accélérateur d'impact, a envisagé l'accompagnement de ces solutions pour le compte de la communauté e-santé. Avec grand plaisir. Donc effectivement, moi je pilote un dispositif d'innovation interne qui consiste à accompagner des collaborateurs qui veulent développer de nouvelles offres dans à la fois la méthodologie et puis éventuellement du cofinancement. Donc souvent on est là au moment de la conception peut-être un peu théorique, ensuite du test et puis de tirer parti de tout ça pour voir dans quelles conditions on peut déployer ou pas l'offre qui a été conçue. Donc là, la personne qu'on accompagne, c'est Emmanuel et son équipe. Avec cette commande qui est venue de dire, on voudrait accompagner les participations du groupe Caisse des dépôts qui auraient envie de se référencer sur mon espace santé. Parce que ça peut être un processus un peu lourd, en tout cas long, et donc comment on peut les aider à mettre le pied à l'étrier. Comment on s'y est pris ? On a fait un peu le tour finalement des parties prenantes de ce processus de référencement. Donc on a rencontré tout d'abord Pierre, la direction du numérique en santé. On a rencontré DocaPost qui a accompagné une de ses participations à se référencer. On a rencontré les investisseurs de la Banque des Territoires qui ont pu nous parler un peu aussi de leur participation. On a rencontré le GIE Sésame Vital qui est en première ligne pour analyser les dossiers, répondre aux questions des candidats et puis finalement accompagner tout ce processus. Et puis on a commencé à rencontrer des prestataires potentiels pour voir ce qui est possible. Ce qu'on a tiré de tout ça, c'est que dans cet accompagnement, le contenu
il ne pouvait pas être systématisé. Pour l'instant, ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, c'est que selon le degré de maturité, selon le degré d'avancement, selon les compétences qui sont en interne ou bien sous-traitées, selon si je veux faire de l'échange de données ou pas, selon mon degré de maturité sur toutes ces questions techniques, d'éthique ou de RGPD, il va y avoir des besoins différenciés. Donc, ce qu'on a prévu pour le moment, c'est plutôt des accompagnements personnalisés. Donc, soit en conseil, expertise auprès de vos équipes, donc pas forcément faire à la place, mais bien accompagner les équipes, puisqu'il faut mobiliser le DPO, le RSSI, etc. Et puis, on peut aussi accompagner sur des prestations bien spécifiques qui sont demandées pour la fourniture de preuves, donc, par exemple des audits de code ou des tests de pénétration sur la sécurité. La méthode qu'on propose aujourd'hui, ou enfin qu'on va mettre en place, c'est de commencer par un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est un formulaire vraiment très léger, pas comme ceux pour se référencer, mais vraiment pour savoir déjà qui est intéressé, savoir quel type d'entreprise vous êtes, où est-ce que vous en êtes dans le référencement, est-ce que vous avez commencé, est-ce que vous l'avez envisagé, est-ce que vous êtes dans les starting blocks ou est-ce que c'est plutôt pour l'année prochaine. Donc voilà, cet appel à manifestation d'intérêt, on l'ouvre du 4 au 20 octobre et vous aurez le lien juste après. Deuxième étape, on va analyser les besoins pour définir finalement les accompagnements individualisés qu'on va pouvoir vous proposer. On va lancer les accompagnements. Pardon, il y a un doublon sur la date, je vois sur la présentation. Donc, les accompagnements, on les lance en novembre pour les premiers. On fera un retour d'expérience en disant ça c'est la méthode accélérateur d'impact. Et puis on fera des ajustements éventuels pour lancer la seconde vague d'accompagnement s'il y a encore des besoins. Je me permets de préciser qu'il y a en fait il y a une approche dans cet appel à la manifestation d'intérêt, il n'y a pas d'approche sélective. C'est-à-dire en fait c'est un accompagnement qui s'adresse à toutes les entreprises de la communauté e-santé, qui regroupe donc pour mémoire les participations de BPI France, de DocaPost, de la Poste Santé, de CNP et de la Banque des Territoires. Donc toutes ces participations peuvent faire part de leur intérêt et nous indiquer avec précision si elles sont plutôt sur un accompagnement immédiat, plutôt sur un accompagnement à l'occasion de la deuxième vague. On n'a absolument pas d'approche discriminante, on sera vraiment dans une approche d'accompagnement sur mesure, comme l'a souligné Chloé. Voilà. Tout à fait. Et je passe à ce slide. Alors à distance, je ne sais pas si depuis vos écrans, vous pouvez faire une capture, mais sinon, de toute façon, si vous êtes inscrit à l'événement, on a votre adresse mail et on se permettra de vous renvoyer la présentation et évidemment le lien du petit formulaire à compléter pour manifester votre intérêt. C'est tout pour cette présentation et on voulait vraiment avoir un temps d'échange possible avec vous aussi s'il y a des questions, puisqu'il y a eu beaucoup d'informations. Donc, est-ce qu'il y a des questions à distance, Esther ? Oui, alors il y a une première question de Pierre-Charles Bertineau qui demande si l'offre d'accompagnement est payante, de quel ordre de coût ? Alors non, c'est une offre d'accompagnement qu'on prend en charge, donc elle n'est pas payante. Pas d'autres questions pour le moment, mais n'hésitez pas à en mettre sur la chat. Est-ce que dans la salle, il y a eu des questions qui sont apparues ou pas ? Esther, question d'un investisseur derrière. Attends, il faut le micro pour qu'à distance, ils puissent entendre. Merci beaucoup. Du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de garantie que ça permettra de l'obtenir, mais ça facilite au mieux la capacité à aller vers là-dessus. Et on parle du coup plutôt de la première partie ou de la deuxième partie qui a été évoquée par Pierre sur les deux aspects de la labellisation. Pour l'instant, on n'a pas sélectionné une partie plus qu'une autre. De ce qu'on a compris de nos échanges, c'est que les entreprises qui sont plutôt matures et plutôt avancées ne vont pas avoir trop de problèmes à répondre aux premières questions techniques. Il y a une petite marche à passer sur les questions liées à l'éthique et à la cybersécurité. Et puis, ça peut être dans la phase plutôt les tests techniques, s'il y a de l'échange de données, etc., qu'il peut y avoir besoin de plus d'un coup de main. Donc, en fait,
le pressentiment qu'on a, c'est que selon le degré de maturité, voilà, l'accent sera mis sur plutôt le début ou plutôt la fin de l'accompagnement. Ce qui est possible aussi, c'est qu'on ait à accompagner des entreprises sur les premières phases et qu'en fait elles soient bloquées là et qu'on se dise rendez-vous dans 6 mois pour la suite du référencement parce que il faut réintégrer pas mal de prérequis du cahier des charges de mon espace santé à notre feuille de route de développement, etc. Donc voilà, ce sera mettre le pied à l'étrier pour se rendre compte qu'il faut ajouter des choses à sa feuille de route. Peut-être pour aller un peu plus loin sur la partie retour d'expérience, nous, ce qu'on a constaté en accompagnant, alors beaucoup moins que ce qui est prévu dans l'accompagnement ici, mais tout de même avec notamment le GIE, Sésame Vital, les entreprises qui se présentaient au guichet, c'est que les pas les plus difficiles, entre guillemets, c'est le premier pas de dire en fait, je vais plus loin que juste je m'inscris et je regarde les critères, mais il y a une vraie volonté typiquement du C-level de dire ok, on y va et on met de l'énergie. Ensuite, il y a des petits verrous, mais je dis vraiment petits verrous sur la partie RGPD, éthique et interopérabilité, les trois plans en disant, en fait, en fonction du degré de maturité, effectivement, il faut peut-être monter le curseur et donc lancer des projets en interne sur l'intégration d'un volet du CISIS, sur le consentement à la carte parce que je faisais un gros bouton accepter de faire tout ce que vous voulez avec mes données, ce genre de choses. Et le vrai plus et sur lequel nous on pense que c'est là où il y a toute la valeur du catalogue, comme je disais, c'est sur l'échange de données. Et aujourd'hui là sur les preuves sécurité, c'est vrai que il faut un niveau de maturité quand même relativement élevé et je pense que l'accompagnement il aura vraiment une très forte valeur sur cette partie-là. Alors, on a une autre question sur la chat de Camille Merlet. Bonjour, il y a 3 parcours de référencement sur Convergence, avec échange de données, sans échange de données et guidé. Quel est ce parcours guidé ? Alors, très bonne question. Normalement, vous ne pouvez pas rentrer dans les premiers parcours qui s'appellent avec échange et sans échange et vous avez accès que, si vous êtes nouveau sur la plateforme Convergence, vous avez accès que dans le parcours guidé. En fait, les critères de référencement, on les a publiés en novembre 2022. Aujourd'hui, ça fait presque plus d'1 an. On a quand même éprouvé la méthodologie avec 25 services qui sont passés par là et on les a améliorés. On les a en fait peaufinés pour qu'ils soient plus clairs. Et puis, on a fait une catégorisation en disant en fait, avant, on posait toutes les questions. On disait dites oui ou non aux 150 critères et c'est à vous de nous dire si ça s'applique à vous ou pas. Et là, on a changé la logique. On a mis un questionnaire d'orientation. On l'a appelé. On dit en fait, si vous nous dites que vous n'avez pas de compte parce que vous êtes un service d'information en santé, on ne va pas vous poser des questions sur l'identification. Si vous faites de l'échange, effectivement, on va vous ouvrir le questionnaire sécurité. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le parcours guidé. Donc, moi, je vous invite tous, pour que ce soit plus simple pour vous, d'aller dans le parcours guidé qui reprend le avec et sans échange. Merci. Pas d'autres questions pour le moment. Alors, ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'en fait, il y a un intérêt évidemment de visibilité à être présent sur mon espace santé. Il y a aussi un enjeu, ce qu'on se disait un petit peu avant, tout à l'heure dans une discussion entre nous, très, très officieuse, mais on se disait que ça se valorise aussi vis-à-vis des partenaires et clients, le simple fait d'être référencé, parce que c'est le respect de certains critères, comme on a pu le voir, et que ça a une valeur. Ça a une valeur sur le marché, et c'est quelque chose qui peut tout à fait se mettre en avant. Puis enfin, je n'ai pas besoin de plaider la cause de l'échange de données, ça me paraît assez évident. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on peut clôturer l'événement. Donc, de toute façon, là, c'était vraiment un événement de lancement pour lancer cette démarche d'accompagnement. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec vos interlocuteurs Caisse des dépôts et groupe Caisse des dépôts. Et l'ensemble des inscrits va recevoir, bien entendu, avant demain soir, le lien qui permettra de faire part de son éventuel intérêt de manière plus précise. Voilà. Et puis, on n'avait pas le temps parce qu'effectivement, la présentation était assez longue et assez dense, mais moi, je voulais vraiment remercier quand même le groupe Caisse des dépôts et la Banque des territoires de cette initiative et de ce partenariat dans lequel nous, on va s'investir aussi de manière très forte. On croit à fond dans mon espace santé, c'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Donc, merci à vous aussi de nous accompagner et de se lancer avec nous dans cette aventure. Et puis, on espère compter sur vous aussi dans la salle et en ligne.
Et merci à l'équipe du Hub des territoires. Merci beaucoup, au revoir.